Bonjour et bienvenue sur les clés de la réno. Vous vous lancez dans la rénovation? Alors vous êtes au bon endroit. Les clés de la réno, c'est le podcast qui vous accompagne tout au long de votre projet pour aménager et décorer la maison ou l'appartement qui vous correspond. Je suis Alison, aujourd'hui architecte d'intérieur et décoratrice. Je vous propose ici mes conseils et mes astuces pour transformer votre projet en un intérieur beau, chaleureux et fonctionnel dont vous serez fiers. Je suis passée par là. Je sais ce que c'est que de devoir gérer une rénovation en plus de son quotidien. C'est pas toujours une partie de plaisir, mais ça en vaut tellement la peine au bout du compte. Seul ou avec un invité, laissez-moi vous aider à simplifier les étapes, vous apporter les clés dont vous avez besoin pour que votre projet se passe au mieux. Imaginez, vous saurez enfin par où commencer et comment faire les bons choix. Retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est tout simplement les clés de la réno podcast pour encore plus de partage et de retour d'expérience. Allez, on y va ? Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Les Clés de la Réno, le podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une invitée qui s'est lancée dans son projet de réno pour une raison jusqu'alors inédite à mon micro. Presque un peu par hasard, mais tu vas vite te rendre compte qu'il n'est pas question de hasard en réalité. Un projet qui lui est un peu tombé dessus, c'est certain, mais qui en fait n'attendait qu'elle et il n'aurait pu en être autrement. Effectivement, il s'agit d'Élise, du compte Instagram Maison Prieuré, qui s'est lancée dans son projet pour sauver sa maison de famille. Plus qu'une simple maison, il s'agit plutôt d'un domaine avec, comme son nom l'indique, un ancien prieuré et son exploitation agricole, son pigeonnier, sa chapelle, sa cour carrée, ses dépendances, et j'en passe. Le tout transmis de génération en génération depuis l'arrivée de ses arrière-grands-parents en 1927. Alors, lorsque la survie de cet héritage est interrogée au décès de son papa, Élise ne se pose pas la question très longtemps. Elle quitte tout avec son mari et ses enfants et elle a alors l'idée de le faire revivre et le partager avec d'autres en transformant le domaine en gîte et en maison d'hôte. Au départ, ses proches l'ont un peu prise pour une inconsciente, mais après les avoir convaincus, Élise s'engage dans les travaux et veut faire les choses bien. D'autant plus que la maison est classée, et il a fallu trouver des compromis avec l'architecte des bâtiments de France. Bref, 2 ans et demi de travaux plus tard, la maison d'hôte a enfin ouvert ses portes, prête à accueillir ceux qui souhaitent découvrir l'histoire et la beauté de ce lieu extraordinaire. Mais tu t'en doutes, avec un domaine pareil, Élise est loin d'avoir fini tous les travaux. Ce qui m'a plu avec ce projet, c'est évidemment comment, par amour pour un lieu, pour une maison, faite de pierre et de bois, mais pour laquelle on éprouve un attachement profond, on peut se lancer dans une rénovation complètement folle, de façon un peu naïve peut-être, mais si sincère. Et n'est-ce pas de cette naïveté que naissent souvent les plus belles histoires de rénovation ? Je te laisse avec notre conversation. Belle écoute! Bonjour Élise, tout d'abord un grand merci d'avoir répondu présente à mon invitation. Je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui avec toi pour que tu nous racontes l'histoire de ta rénovation et surtout du lien qui t'unit à ce lieu extraordinaire que tu habites. On se trouve à Boret, dans l'Oise, où tu as rénové ta maison de famille pour la transformer en maison d'hôte. C'est la maison Prieuré. Mais avant que tu nous racontes tout ça, peux-tu commencer d'abord par une petite présentation, si certains qui nous écoutent ne te connaissent pas encore? Peux-tu nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie donc, et avec qui tu vis dans cette maison? Alors, bonjour, je suis Élise et j'ai, ouvert une maison d'hôtes, ça va faire bientôt 1 an. J'habite dans cette maison, qui est ma maison de famille initialement, mais j'y habite avec, mes 2 enfants et mon mari, dans une partie séparée et tout le reste de la maison, est consacré aux hôtes. D'accord, très bien. Effectivement, ton métier maintenant, c'est de faire de la location saisonnière et d'accueillir donc des invités dans cette grande maison. Oui, tout à fait. Ça fait pas mal de monde. Oui, c'est sûr, puisque la maison est très grande, tu vas nous en parler. Et avant ça, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment cette maison est arrivée à toi, puisque c'est pas une histoire banale, on va dire. C'est une maison de famille. Ouais, Et c'est une maison de famille qui est, dans ma famille depuis 1927. Moi, je suis la 4e génération à avoir, la charge de la maison.
Alors je dis la charge parce que c'est autant une charge qu'une chance. C'est vrai que Mais avec une maison aussi grande, c'est sûr que ça peut avoir quelques contraintes. voilà. Alors initialement, cette maison, c'est un prieuré, donc c'est pour ça que j'ai décidé de l'appeler maison prieuré, mais la maison réellement s'appelle le prieuré Sainte-Geneviève et c'était une des 900 maisons que, possédait, l'abbaye Sainte-Geneviève, qui était sur la colline Sainte-Geneviève où se situe maintenant le Panthéon. Et donc D'accord, c'était une des 900 propriétés qu'elle possédait et cette maison, donc était habitée par des moines au XIVe siècle OK, qui, régissaient, un territoire de, à peu près, enfin on estime à 1 200 hectares et donc ils géraient autant, les habitants que les terres. d'accord. Et donc, comment sa famille est arrivée là? Mais alors en fait, ma famille était, une famille de fermiers et ils étaient flamands, donc ils venaient de Hollande, enfin cette, cette partie de d'Europe et ils sont venus en France pour travailler. Ils sont arrivés, dans les années 20 et en 27, ils sont arrivés dans cette ferme comme, métayers, enfin comme fermiers, ils travaillaient pour une propriétaire qui, qui était tombée amoureuse du domaine et qui l'avait acheté en fait juste pour la maison et la chapelle. Elle, elle Mmh. voulait rénover initialement la chapelle. Elle a pas eu le droit malheureusement, mais c'est une autre histoire. Et mes arrière-grands-parents sont arrivés pour travailler pour elle. Elle, elle avait pas d'enfants, juste des neveux et donc à son décès, c'est les neveux qui ont hérité et heu et les neveux, bah, voulaient pas de De ce ce domaine domaine. et donc ils ont vendu sur toute une vie, ils ont vendu progressivement au fur et à mesure des années à ma famille. Et je crois que la dernière terre, parce que c'est autant une ferme que, qu'une maison, on n'en parle pas vraiment, mais c'est une exploitation agricole et Mmh. la dernière terre a été vendue, le jour de ma naissance, heu, D'accord. à mon grand-père, donc ça s'est vraiment fait sur, plusieurs générations. Mmh. Et donc du coup, donc c'est tes arrière-grands-parents qui arrivent sur le domaine, qui Ouais, travaillent là et puis au fur et à mesure, c'est les générations, donc ton grand-père, c'est ouais, ça, si je comprends bien, qui a repris l'exploitation ouais et après mon père, et après ton père. ouais et maintenant c'est passé à moi. Non, moi D'ac j'ai pas l'exploitation, mais juste la maison. Enfin, j'ai juste pris la charge de la maison, l'exploitation agricole, elle continue à tourner et ma mère continue à la gérer. Après, il y a des employés, qui, qui s'occupent des terres, parce que maman fait juste, tout ce qui est, agricole, plutôt, côté, comptabilité et paperasserie, on va dire. Mmh. Et moi, moi, j'ai pris la charge de la maison, au décès de mon papa, en fait. D'accord. Parce qu'effectivement, au décès de ton papa, s'est posé la question de, quoi faire du domaine ou? Bah, en fait, pas tout de suite. Au décès de mon papa, ma sœur était encore jeune, elle habitait avec maman. Donc ils ont continué à vivre dans cette maison toutes les 2 et puis après maman s'est retrouvée toute seule, en fait, dans la maison pendant 2 3 ans. Puis elle a trouvé un compagnon et bah, ils avaient envie de créer leurs souvenirs, dans enfin, leur Ouais, propre lieu, en ailleurs. fait, Mmh. ouais, voilà, ailleurs. C'est ce que tu peux comprendre. Et donc s'est posé la question, le jour où maman a dit: «Bah, en fait, moi, je veux plus habiter ici. Et Mmh. donc, qu'est-ce qu'on fait de cette maison? On la vend? Est-ce qu'on va être la génération qui décide de dire adieu à tout ce que, tes aïeux ont construit?» Et c'était, enfin, c'était des gros sacrifices, en fait, pour eux. Est-ce que tu vas être, toi, la génération qui dit: «Bah, non, en fait, ça m'intéresse pas, j'arrête»? Mmh. Et avec mes 2 sœurs, on n'était pas d'accord en fait enfin, on voulait pas être la génération qui Qui dit stop. vendrait, ouais, qui dit stop, qui dit: «Allez, on oublie tout ça et on arrête». Et donc moi ça me tentait déjà pas mal, j'avais déjà envie de changer de métier, ça me trottait depuis plusieurs années et puis je m'étais encore jamais lancée parce que, tu sais, tu attends, tu te dis toujours: Ouais. Que tu faisais quoi à ce moment-là? J'étais, graphiste en école d'art appliqué,
sur Paris. Et Mmh. donc je j'habitais pas Paris parce que j'étais déjà très provinciale. Donc j'habitais dans une petite maison sur, la ligne de train et je faisais les allers-retours tous les jours et puis en fait ça commençait à me gonfler. J'avais envie de plus, de nature, de plus de manuel, enfin tout ça, ça me manquait et donc j'ai dit: «Bah, moi je suis OK pour reprendre la maison et j'aimerais faire ça». D'accord, et comment ta famille a réagi du coup à ce moment-là? «Bah, tu es folle». «Non Ah mais oui, Elise carrément. tu te rends compte de la quantité de travaux, de tout ce qu'il va falloir faire, tu as bien réfléchi?» Et oui, bah, en fait, oui, parce que c'est la seule solution. Avec, mon salaire de graphiste, je peux pas assumer une telle maison, c'est pas vous non plus qui allez, hem, pouvoir la gérer. On va la laisser quoi? On va la laisser vide? Enfin, ça n'a pas d'intérêt de garder tout ça sans pouvoir en faire quelque chose. Donc ouais, moi je suis prête, je me lance et effectivement, c'est un gros risque, mais j'y crois. Et après, elles m'ont dit: «Bon, bah, OK, si tu crois, par contre, tu fais on fait tous les trucs bien». Et on a fait les choses carrées. On a été voir, un architecte qui, où on c'était génial parce qu'en fait, on a été voir un architecte en lui disant: «Bon, alors on parle pas de budget, 0 budget. Là, vous faites comme si, enfin, on aura un budget, hein, mais vous faites comme si, c'était, nos limites et on pour voir jusqu'où on pourrait aller avec cette maison et ce domaine, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer?» Et en fait, c'était hyper chouette parce que du coup, il est parti loin, mais tout en restant cohérent avec, l'existant. Il a pas fait de trucs fous, mais juste il nous a donné des pistes sur lesquelles nous, on avait aussi envie de travailler et voir, bah, jusqu'où on pourrait aller si on avait, les moyens. Et puis après, on a priorisé en disant: «Bon, bah, non, ça c'est inenvisageable, on peut pas, ça peut-être, ça oui, peut-être, mais plus tard». Et puis, bah, là, on va d'abord se concentrer sur la maison et on a repris avec les plans, qu'initialement il avait faits, en disant: «Bon, bah, là, c'est trop, là, on n'aura pas le droit parce que si on fait ça, on est un hôtel». Et tout en enfin, tu sais, en gros, on a dégraissé jusqu'à être: «Bon, bah, là, on est acceptable, en budget, ça va passer» et moi, dans la charge de travail, ça va le faire, en fait. Pour l'instant, je pourrais réussir à assumer ça. Et donc on OK, s'est lancé sur ça. et parce qu'elle était dans quel état du coup, cette maison quand, tu as Bah, récupéré elle la était pris à habitée. charge? Elle était habitée, maman habitait dedans, elle avait fait des travaux en bas. Nous, on avait habité aussi dedans, donc on avait chacune nos chambres qui avaient été plus ou moins refaites. Mais, tu avais énormément de pièces qui n'ont jamais été refaites, qui dataient des années 50, en fait. Tu as Oui, des parce et qu'il faut puis il y peut-être avait, préciser avant, faut peut-être que tu nous décrives un peu à quoi elle ressemble. Parce qu'effectivement, quand on l'a pas vue, on a du mal à s'imaginer l'ampleur. ah bah, alors, oui, donc effectivement, si on imagine, on est dans un grand corps de ferme, une grande cour carrée. Et au fond de cette cour carrée, tu as une énorme bâtisse qui fait 750 carrés, en gros, hein. Et donc c'est tout un domaine avec, toute une partie qui était même pas habitée, qui était des greniers. C'est une partie sur la droite de la maison que nous, on a d'abord transformée pour faire ma maison. Donc là, pour le OK. coup, on a tout enlevé, on a enlevé les étages et quand tu étais au rez-de-chaussée, tu voyais la toiture. Là, pour le coup, Ouais, ça vous êtes c'était repartis vraiment gros d'une travaux. grosse Ouais, boîte, quoi. ouais, parce qu'en fait, les sols étaient pas droits. Enfin, il y avait rien qui allait et il fallait qu'on isole. Enfin, pour le coup, on a fait vraiment des gros travaux parce que ça, c'était que du grenier. Et ça, on a créé donc, mais que à l'intérieur de la maison. Extérieurement, en fait, rien n'a changé. Mmh. Et donc on a créé notre partie et toute l'autre partie, bah, c'était une partie qui était déjà habitée par nous, mais qui était dans son jus parce qu'en fait, c'était jamais prioritaire, la ferme, elle a toujours été prioritaire sur la maison. La maison, c'était, bah, l'habitation et puis, bah, tu vis comme ça et puis ça va bien et puis, bah, c'est pas grave si ça fait 50 ans que ton papier peint, il a pas été changé, tu vois? Ouais.
Quand on commençait les travaux, la maison, elle était, dans l'état, bah, finalement peut-être quand mes grands-parents sont arrivés dans la maison et qu'ils ont emménagé et qu'ils ont fait leurs travaux, pour accueillir leurs enfants, quoi. Ouais, Sauf nos 3 chambres à nous où, mes parents avaient, changé les papiers et refait les peintures, mais sinon non, c'était c'était état dans dans son son jus. jus. Ouais. Ouais. Et donc là, tu nous as parlé de la grande maison qui est en fond de cour, Ouais. mais il y a pas que ça? Et il y a pas que ça. Sur le côté, quand tu regardes la maison qui est face à toi, tu as un petit, chemin qui va sur la gauche. Enfin, pas un chemin, mais tu as comme une deuxième cour et dans cette deuxième cour, tu as une ancienne chapelle qui est effondrée. Il reste plus que le pan de devant, et qui, du coup, grâce à ça, on sait qu'elle date du XIe siècle. C'était, cette chapelle dont, Elle est classée? ouais, ouais, la chapelle, la ruine, en fait, est classée, ouais. Mais bon, elle finira par tomber, hein, clairement, Oui. c'est c'est plus qu'un pan de mur qui penche de plus en plus, donc mais en fait, dans les années 60, enfin non, avant, puisque ça, c'était mes grands-parents, mais quand, la propriétaire d'avant avait acheté, elle voulait, rénover, Oui, c'est ce que tu nous chapelle. disais, qu'elle était Elle, tombée amoureuse de cette ouais, chapelle. elle était en fait, elle apparemment, elle travaillait dans les monuments historiques belges et elle a jamais eu le droit par les monuments historiques français de, de réparer, ce qui restait de la nef. Et tu sais Et donc, pourquoi? bah, je crois qu'ils lui ont dit que c'était pas à elle de faire ça, que c'était un monument classé, donc D'accord, c'est étrange, effectivement. ouais. Mais c'est arrivé pareil dans les années 60, il y a eu une grosse fissure qui est apparue dans le dans l'édifice et en fait, ça aurait pu être réparé et pareil, mon grand-père trop honnête a demandé l'autorisation. Ils lui ont dit: «Bah non, en fait, vous touchez pas à ça, c'est pas». En fait, il aur je pense qu'il aurait fallu faire à l'heure d'aujourd'hui, tu sais, tu fais travailler, quelqu'un qui est agréé, Oui, par monument les monuments historique. historiques et oui, Mais après là, je pense pas qu'ils aient poussé jusqu'à là et puis, bah, en fait, ça s'est effondré. Ce qui d'accord. reste maintenant, c'est plus qu'une, chapelle. Donc il y a cette petite chapelle et juste derrière, il y a un pigeonnier qui est très grand, qui date, lui, du XVIIe siècle et qui comporte à l'intérieur 3 500, enfin, c'est des trous, en fait, tu sais, c'est des niches à pigeons. Mmh mh. Et on appelle ça des boulins et à l'époque, c'était hyper codifié. Un trou était égal à un nombre d'arpents de terre et quand tu regardes sur les registres par chez nous, L'arpentaire, tu peux nous expliquer ce que c'est? bah, c'est une mesure, en fait, c'est comme des hectares mais en plus petit. Enfin, D'accord, hem, et donc quand tu calcules, il y a 3 500 trous dans le pigeonnier et ça c'est ça qui nous fait dire que le domaine, correspondait à peu près à 1 200 hectares. Quand OK. tu quand tu comportes en fait, nous, on a traduit ça par rapport à ce qui était codifié à l'époque, quand tu regardes les registres et donc ça fait un domaine qui était quand même immense. Mmh mh. D'accord. Donc une chapelle, un pigeonnier, il y a autre chose? Une ferme? Une ferme. Oui, tu as il f forcément, des bâtiments, plus de stockage, Bah, du coup, hangars, des bâtiments, ouais, qui se sont exportés plus sur le côté où on a des hangars, des écuries, des bâtiments de ferme où tu stockes les tracteurs. Parce que, mmh mh. la cour, en fait, carrée qui était face à la maison, c'était initialement tous les bâtiments de ferme. Là où ils avaient, leurs vaches pour aller, dans les champs ou leurs chevaux à l'époque, pour aller, bah, Labouré. retourner la terre, Mmh. labourer. Il y avait énormément d'employés, ce qui est plus du tout le cas aujourd'hui. Et puis les bâtiments sont plus adaptés aux tailles, bah, des outils agricoles de maintenant, donc toute la ferme s'est exportée. Puis tant mieux parce qu'en fait, c'est pas très, très, très joli, on va dire. Un bâtiment agricole, c'est pas ce qu'il y a de plus joli. Donc c'est sur une partie qu'on ne voit pas. D'accord et donc vous décidez d'engager des travaux, vous faites appel à un architecte qui donc travaille sur un projet No Limit, c'est ça? Ouais, nos limites. Et puis après, on revient sur une base plus réaliste. Voilà, pour créer donc Bah, pour créer du coup,
pour l'instant, à l'époque, c'était on se concentre juste sur la maison et donc on a décidé de faire, 4 chambres doubles, une suite familiale et un gîte. Ce qui est quand même déjà pas mal. Donc C'est une pas maison d'habitation pour vous, Ouais, un gîte et 5 chambres d'hôtes, en fait? et 5 chambres d'hôtes, ouais. En Qui fait, c'est la sont limite, maximale autorisée, oui, dans dans la la réglementation, de ouais, l'hôtellerie. tout à fait. Sinon après tu passes en catégorie petit hôtel et là pour le coup, c'est plus du tout les mêmes normes. Tu Ouais, plus dans une maison d'habitation, tu es vraiment dans de la établissement recevant du public. C'est très oui, tout différent. à fait, tout à fait. Et donc des contraintes beaucoup plus Importante imposantes. et pas forcément applicable en fait à une telle maison. Ouais, bah, oui, avec, l'ancienneté, ça peut être, compliqué d'aller respecter des normes, de Ouais, puis tu peux pas les modifier. dimensionnement, de voilà, Nous en tout cas, l'extérieur, on peut rien faire, on peut pas ouais, toucher. oui. Et alors du coup, c'est quoi comme travaux? Qu'est-ce qui s'engage? Alors, bah, du coup, alors on avait la chance, d'avoir des pièces qui étaient déjà, finalement presque idéales pour ça. Parce que, chaque chambre avait sa petit, cabinet de Son point toilette d'eau? finalement. Ouais. Non, il y avait pas d'eau. Non, non, il y avait Ah! rien. Non, non, mais tu avais toujours en fait une chambre avec à côté, alors nous on s'en servait comme bureau, mais plus avant, il devait sûrement y avoir une baignoire, mais tu sais pas reliée à l'eau, c'était comme un cabinet de toilette où ils avaient un pichet Oui, ou un broc ou un machin et où ils faisaient leur toilette à cet endroit-là, mais non, il y avait pas d'eau. oui, Donc nous tu avais on pas a l'eau été courante, ouais. non, pas l'eau courante, pas du tout. Mmh. Donc nous, on avait ces pièces-là où justement on a pu faire, bah, repenser le truc en se disant que là, on allait créer une vraie salle de bain. Mmh. Le gros défi, c'était, bah, déjà amener l'eau et Ouais, surtout faire les descentes ouais, sans tout dénaturé, casser, ouais. et sans que ça se voit. Et surtout que, dans mon budget, c'était pas prévu de refaire le rez-de-chaussée. C'était parce que le rez-de-chaussée, il avait été déjà pas mal, retravaillé par mes parents et donc il fallait, bah, surtout, pas qu'il y ait de tuyaux qui soient visibles, pas qu'on abîme tout ce qui est moulure, au plafond, et cetera. Donc c'était un gros défi à ce niveau-là. On a réussi à passer par, sous les planchers, entre les entre les plafonds, donc c'était dingue. Oui, ça s'est fait. Mais ça s'est fait, ouais, ça s'est fait. Donc vous Ça a avez mis du réussi temps, à mais créer, une salle de bain par chambre? on a réussi à créer une salle de bain par chambre, ouais. D'accord. Donc ça, c'était un des premiers Ouais, ça, défis? c'était quasiment les plus gros postes et après après l'autre encore plus important poste, c'était, mettre, la maison aux normes dans tout ce qui est électricité. Mmh, Parce que, quand on a commencé, on était encore en baguette en bois et en câble en tissu, tu vois? Enfin, oui. c'est ça fonctionnait, hein, mais pas du tout C'était aux pas très normes. aux normes, c'est sûr. Donc il a fallu tout repenser et pour le coup, j'ai j'ai pas continué avec l'architecte parce qu'en fait, c'était des choses qui me enfin, il avait fait les plans initiaux et moi après j'ai modifié toute seule et donc D'accord. bah, changé des fois les positionnements des choses qu'il avait pensées. Du coup, il a fallu refaire tout ce qui est, chemin électrique, enfin, Tu as c'est repris les plans, carrément? ouais, j'ai repris les plans, mais plutôt à la main. Oui, bon, ça marche aussi très bien, hein. Non, plutôt à la main, Tant que mais c'est oui, compréhensible, je veux c'était dire. compréhensible et puis j'avais des super artisans qui en fait, c'est aussi drôle parce que, c'est des gens qui ont pas l'habitude de travailler avec, bah, une femme déjà, parce qu'ils sont pas c'est plutôt des conducteurs de travaux qui sont plutôt masculins et il y a plutôt beaucoup de monde et en fait là, ils se sont retrouvés face à moi. Qui avait jamais potentiellement fait de travaux, mais avait énormément d'idées et alors au début, ils étaient toujours hyper, sceptiques, en fait et puis en fait après je pense qu'ils se sont habitués. Et puis ils venaient me voir en disant: Élise, on va bientôt commencer là. Alors est-ce que tu nous as sorti ton plan? Qu'est-ce que tu as pensé là? Parce que est-ce que ça va vraiment être ce qu'il y a sur le plan là ou c'est autre chose?» Ils avaient compris que le plan initial était jamais le plan définitif. Ouais et puis en plus, je
trouve ça hyper dur de se projeter juste sur un plan quand tu vois alors que, enfin, tu vois sur le plan ça a l'air d'être bien et cetera et puis en fait quand tu te projettes dans la pièce, enfin moi j'ai du mal en fait, je suis plus visuelle donc je faisais des tests. Je mettais du scotch au sol en représentant, par exemple ton bac à douche, bah, je mettais bon, je veux un bac à douche de 180 si je le mets comme ci comme ça. Je mettais par exemple j'avais découpé sur un grand carton des formes de toilettes Ouais. pour voir si tu avais assez de place dans la circulation vraiment ou si, bah, tu allais être trop serré. Parce qu'en fait, je me rendais pas bien compte, sur le plan et donc en gros, bah, je disais: «Oui, oui, pour demain ce sera bon, tu verras». Et puis, bah, le soir, je retournais dans les pièces pour vérifier si effectivement ce que j'avais fait, ça allait ou pas. Et voilà, ça a avancé comme ça, mais ça s'est fait. On a quand même réussi. Et donc Top. en termes d'artisans, bah, à part une grosse équipe, enfin une grosse équipe, non, ils étaient 3, mais c'est vraiment, en termes d'électriciens, c'était ce qu'il y avait de plus. Après, c'était, un chef de chantier, enfin, je sais pas comment tu dis, mais un ouvrier qui fait plusieurs, Plusieurs sortes de corps de métier. métiers. Ouais, Oui, heu, un couteau suisse. ouais, voilà, bah, c'est le couteau suisse, que j'utilise encore, très souvent dès que je peux pour, tous les travaux, bah, pour la suite parce qu'en fait, la rénovation, elle est jamais terminée Ouais, et c'est sûr. donc bah, même en ce moment, il est encore là. Et donc il y avait cette personne-là et quand on a tout commencé chez moi, j'avais personne pour faire enfin si, j'ai quelqu'un qui m'a fait les bandes à joint Mmh. et entre les plaques et cetera et qui pour lui, bah, c'est le peintre après qui fait le reste. Ouais, Voilà. Donc parce que moi j'avais dit dans mon mais j'étais bleue en fait, je savais pas, j'avais dit: «Ah bah, c'est pas grave, la peinture ce sera moi». ouais, Je pensais que quand il aurait fini, je pensais naïvement que, bah, j'aurais juste à peindre. ouais. Sauf qu'en fait, bah, ça s'est pas passé comme ça. Je me suis retrouvée à poncer, des bandes et ça n'allait pas, bah, parce que tu sais pas vraiment le faire en fait, je Et il t'avait pas remettais poncé les bandes, il te les bah, a en fait juste si, il avait fait un 1er passage, mais le passage de finition, c'est pas lui. bah, surtout qu'en plus entre le premier passage et le passage de finition, souvent tu remets un petit coup d'enduit. Ah bah, voilà. Donc je me suis retrouvée à remettre de l'enduit partout, sur tous les trucs, sauf qu'en fait, bah, quand tu as pas le coup de main, enfin moi c'était la première fois que j'en faisais donc je j'ai passé des heures et des jours et j'en pouvais plus et pour le coup ça reste vraiment une angoisse quand on me dit que je vais devoir faire du ponçage de bande, c'est: «Oh non, pas encore» et Oui, parce que vu l'ampleur du chantier, tu as dû en faire quelques kilomètres. ouais, pas mal et donc toute ma partie, j'ai fait jusqu'à, péter un câble et dire: «Bon, en fait, non, c'est bon, il faut trouver quelqu'un parce que j'en peux plus et sinon on n'habitera jamais dans la maison» parce que je voyais le temps qui passe, qui passe, qui passe et puis je voyais que nous, on n'avait toujours pas commencé, le côté pro, en fait, on était toujours dans le côté perso et Oui, donc parce j'ai que vous vouliez habiter sur place? Vous vouliez ouais, faire la partie habitation en premier. ouais, parce qu'en fait, quand on a commencé, ma partie perso, moi, j'avais pris un temps partiel et donc je faisais moitié, temps, à Paris et le reste pour être ici, pour avancer sur les travaux et tout et je me rendais compte que c'était hyper compliqué parce qu'en fait, bah, tu pas là, ils ont quand même avancé, on s'est pas bien compris Mmh. donc du coup, bah, après tu leur dis: «Non, mais en fait, c'était pas ça que je voulais», bah, c'est trop tard, c'est fait, c'est avancé donc tu vas pas leur faire tout refaire. Puis tu as une contrainte de temps donc tu dis: «Bon, bah, tant pis, on s'arrangera autrement» et ouais, peut-être que j'ai pas été assez chiante, j'imagine que certains auraient fait tout refaire mais moi j'étais plutôt dans Ouais, la c'est toujours délicat, conciliation. hein, ce J'étais toujours moment-là. dans la conciliation en mode: «Bon, bah, tant pis, c'est ma faute, on s'est pas bien compris» et donc pour la partie perso, on s'est accommodé des trucs en se disant: «Bon, bah, oui, là, c'est comme ça» et pour la partie pro, c'était hors de question. Il fallait absolument que ce soit carré et que moi, j'ai pas de galère pour la suite et donc du coup, bah, je voulais absolument être là et je voulais habiter sur place pour tous les jours pouvoir dire: «Coucou» D'accord. et puis pour Donc tu pouvoir avais vraiment moi une contrainte temporelle pour la partie perso, quoi. Fallait ouais, vraiment que ça avance pour que tu il puisses déménager et être sur place, pour voilà. la suite du chantier. Donc j'ai trouvé quelqu'un qui m'a fini en fait les bandes et lui en gros en une semaine, il a fait, le travail que j'ai mis, 3 mois à faire Oui, et bah, là on a c'est pu sûr, c'est un peindre. métier.
Là, on a pu peindre rapidement et s'installer tout en ayant des pièces pas terminées, mais tant pis. D'ailleurs, à l'heure actuelle, il y a toujours des pièces qui sont pas peintes, mais tant pis, en fait, c'était pas la priorité, ça, c'était Mmh. notre côté perso. On le fera quand on aura le temps et pour le reste, les chambres, tout ça, c'est fait, c'est peint, mais tu vois, les pièces, on avait une pièce où on voulait faire une pièce, télé ou une pièce jeu pour les enfants. Bah, celle-là, elle est pas faite et puis c'est pas la prioritaire et tant pis. Et il y a pas de sol, c'est encore sur du béton, mais tant pis, Oui, ça fonctionne. c'est pas grave. Et là, après comme ça, on a pu, commencer la partie pro. D'accord et du coup, j'entends que vous avez quand même fait pas mal de travaux vous-même? Ouais, ouais, moi j'étais tous les jours sur le chantier, j'ai fait bah, déjà j'ai démonté en fait et défait, d'enlever, tous les papiers peints, enlever, en fait tout ce qui était, où tu as pas besoin d'une connaissance technique finalement. Pour le début, j'ai démonté, j'ai enlevé des placards, j'ai cassé, j'ai fait tous les allers-retours à la déchetterie. J'ai été la petite main finalement. Mmh. J'ai embauché maman. Oui, Maman, il y a c'était beaucoup, mon binôme préféré qui m'a aidée au quotidien. Et puis après, quand ça a été venu le temps de la reconstruction, bah, on s'est mis à faire du plus technique. On s'est mis à apprendre à poser des moulures, on s'est mis à, poser des plinthes, à faire, à recréer en fait des décors qu'on avait dû casser parce que, bah, entre chaque pièce, moi j'ai voulu isoler entre chaque chambre phoniquement. mmh, Et donc du coup, bah, il y a des endroits où, bah, on a été obligé de se dire: «Bah, tant pis, toutes ces moulures-là, elles sautent». mmh, Parce que, bah, parce qu'on veut doubler la cloison, parce qu'on veut pas qu'entre chaque chambre, ils puissent, râler parce que, bah, ils s'entendent ou autre, on entend la télé ou on entend X, je sais pas. oui, Et oui, tout à hem fait. et donc du coup, bah, on a recréé en fait ça. On a retrouvé Vous des avez moulures. recréé toutes les moulures Ouais. et puis oui, il fallait trouver les mêmes motifs. Bah, c'est en fait, si tu regardes en fait, quand tu regardes dans ton œil général, tu es pas posé, sur chaque chose. Enfin, tu compares pas, mur de gauche, mur de droite. Ça se voit presque pas. C'est pas tout à fait les mêmes, Ouais, mais parce qu'à l'époque, bah, ils étaient beaucoup plus généreux en bois. En gros, je pense que ça devait coûter beaucoup moins cher et ils mettaient des choses bien plus grosses. mmh, Donc on a essayé, ça se voit pas, mais elles sont des fois un peu plus fines ou un peu moins hautes. mmh, Mais concrètement, une fois que toute ta pièce, elle est meublée, une fois que tu as mis, tes papiers, que tu as mis ton agencement, c'est invisible. oui, c'est sûr. Non, peut-être qu'on aurait pu faire mieux et peut-être que, on aurait dû, mais en tout cas, à l'heure actuelle, c'est quand même satisfaisant de voir le résultat. D'accord et vous avez engagé des gros travaux aussi, je pense particulièrement à la toiture, la charpente? Ouais, alors la torture, la charpente, ça c'était avant, avant qu'on fasse les travaux, de maison d'hôtes et cetera parce que, bah, la toiture ça commençait à fuir, il commençait à y avoir des infiltrations et puis dans ces cas-là, tu peux pas attendre. Enfin, c'est là, il y Oui, avait des chiens assis qui commençaient à s'effondrer et ah oui, il a fallu refaire toute la toiture. des mètres carrés de toiture parce qu'effectivement, il y en Oui, avait oui, un oui, oui. Des j'ai des centaines de mètres carrés. ouais, c'est ça et ça s'est passé, sans encombre? Bah, alors ça s'est passé, non, ça s'est pas passé sans encombre parce que tu fais des demandes aux architectes, des bâtiments de France et puis, bon, c'est pas toujours facile Ah, de se faire comprendre, c'est sûr, enfin de trouver un terrain de d'entente. trouver un terrain d'entente, voilà. Donc ça a mis un peu de temps. Ils ont refusé 2 fois, je crois, pour après, bah, dire OK. Et pourquoi ils ont refusé? Bah, parce que, les tuiles avaient pas la bonne teinte. Mmh. Et puis après, ils nous ont renvoyé après ça allait enfin, il y avait encore un truc qui allait plus, mais je me souviens pas et après ils nous ont renvoyé, un nuancier avec les choses. On a trouvé un terrain d'entente, pour refaire, en étant acceptés, quoi. Et donc si je comprends bien, hem, pour la partie perso, vous avez tout revu de fond en comble, mais pour la partie pro, finalement, vous êtes restés quand même pas mal dans la disposition des pièces telles qu'elles existaient, en fait? Tu as Ouais, capitalisé sur,
On n'a rien changé, l'aménagement? en fait. On n'a rien changé en termes de on n'a pas changé les cloisons, on va dire qu'on les a doublées ou autre, mais on n'a pas changé la disposition des pièces. On a finalement, la maison, en fait, elle se prêtait déjà très bien au projet Mmh. et même pour le gîte qui, lui, est au rez-de-chaussée, c'était déjà, en fait, un logement, séparé parce D'accord. que, à l'époque, ils avaient une gouvernante et donc Mmh. qui habitait dans la maison et qui avait son propre logement avec sa cuisine, sa salle de bain, enfin tout était déjà fait. Donc c'est dans la maison, mais c'est dans l'aile de la maison, au rez-de-chaussée, en partie séparée. Et donc non, même ça, on n'a pas changé, en fait. On a refait en neuf, en tout Ouais. en gardant, l'âme de la maison, en fait. Et et on Ça n'a a pas changé. facilité quand même pas mal, Ouais, la projection, effectivement, et puis la carrément. projection, professionnelle, effectivement. Ça s'y prêtait, donc c'était facile de s'engager dans les travaux, côté pro, en tout cas. Oui. OK, et côté perso, par contre, comme vous êtes partis d'une boîte, là, tout était à repenser. Ouais, complètement. Il a fallu, et puis, bon, c'est drôle parce qu'une fois que la maison avait été presque faite, j'ai dit: «Mais attends, il y a un problème là, parce que du coup, je les mets où mes machines à laver? J'ai rien, je veux pas les mettre dans la cuisine, il y a pas de place. Non, mais en fait, il me faut une pièce en plus». Ah Et ouais, il y avait eu et un donc petit oubli. il y a eu un petit oubli et donc i ma pièce buanderie, elle est pas dans la enfin, elle est dans la maison, mais on voit pas bien, mais quand on voit la maison, ça continue sur des bâtiments agricoles. Enfin, tout est lié, c'était accroché, en fait, à un autre bâtiment en pierre et donc on a fait une ouverture à l'intérieur de la maison pour regagner un petit bout de bâtiment qu'on a refermé et pour rajouter, en fait, cette buanderie qui avait été oubliée et Et qui est enfin indispensable, et qui effectivement, dans une est complètement activité, indispensable parce comme la que, tienne. enfin, c'est mon côté plus j'ai 2 en fait. J'en ai une pour le pro et une pour le perso. Mais malgré tout, quand tu as une famille avec, 2 enfants et un mari et qui changent de linge tous les jours parce qu'ils habitent dans une ferme où ils vont dehors et qui sont crades tout le temps, et ben, en fait, tu as aussi besoin d'un côté buanderie, pour toi et donc j'ai rajouté, cet espace-là, heu, en plus. D'accord. Donc oui, en fait, c'était la buanderie perso qui vous manquait. Perso, ouais, ouais, qui manquait. Tu avais bien anticipé la J'avais buanderie bien pro? anticipé la buanderie pro qui est de l'autre côté, mais perso non, en fait, c'était je me je sais pas, j'avais loupé un truc. D'accord. Et par curiosité, tu vois, une buanderie pro, quand on a un gîte et 5 chambres d'hôtes, ça représente, rien que combien de machines à laver? Enfin, combien, comment on organise sa buanderie? Alors, bah, écoute, elle est toujours en organisation, mais non, non, mais ça commence à être, calé. En gros, j'ai, un sèche-linge qui fait, ça doit être 8 kilogrammes, mais il fait que les serviettes Mmh mh. et 2 machines à laver de 12 kilogrammes, qui tournent, bah, tout le temps, en fait. Ouais. Ouais, c'est non-stop, quoi, finalement. Ouais, c'est non-stop et après pour le séchage, je suis pas encore méga bien rodée, mais je commence à être mieux. J'ai aménagé, alors ça me fait faire du montée et descente d'escalier pas mal, mais à l'étage tout en haut sous les toits, entre les poutres, j'ai tiré des grands fils et du coup ça me permet de faire sécher mon linge, bah, à l'abri, de la pluie, des mouches, et de tout, et bah, sécher tendu quoi. Ouais, Pas au sèche-linge tu as plus qu'à les et remettre. voilà, tu plus qu'à les remettre quasi. OK. Et alors tu nous as dit qu'il restait encore quelques pièces à finaliser de côté perso, mais côté pro, c'est tout fini ou il vous reste encore des travaux? Alors côté, bah, en fait, dans les quand tu fais des travaux comme ça, tu as toujours des surprises et pas elles sont pas forcément bonnes C'est sûr. et donc côté pro, c'est pas totalement fini. Il reste un dans la maison, il reste un truc à terminer parce que, bah, la maison, elle avait pas été, bah,
pas très bien entretenu pendant des années et en gros, bah, il y avait des gouttières qui étaient bouchées, qu'on, fait des infiltrations dans les murs et dont un truc qui était vraiment une grosse infiltration parce que, mur côté nord et donc bah, les murs, de ce côté-là, enfin dans un couloir spécialement qui est dans le gîte, on les laisse respirer. Donc pour l'instant, ils sont pas totalement finis. C'est propre, hein, ça a été assaini, il y a pas d'humidité et cetera, mais enfin, ça fait 1 an, tu vois, bientôt et là, on se dit enfin que ça a séché et qu'on va pouvoir, je pense, quand la saison d'été, la haute saison sera terminée, on va pouvoir, enfin, finir ce couloir, quoi, D'accord. qu'on a Et en laissé, gros travaux, il vous reste, j'imagine, encore plein de choses finalement sur la ferme de manière générale? alors ouais, sur le domaine, c'est énorme. Cet hiver, on a commencé à refaire t la moitié des portes de grange, Mmh. donc la moitié qui sont refaites et l'hiver prochain, bah, on essayera de faire l'autre moitié. Après, bah, on a là, il va y avoir le porche, de la de l'entrée de la De propriété la cour? qui va être, totalement refait. Là, pour le coup, on a monté un dossier avec le parc naturel régional parce qu'ils font différentes opérations tous les ans. Ils font des trucs, où ils t'accordent, enfin, ils font des là, tu vois, c'était l'opération, porche et portail et donc du coup, en gros, si toi, tu as un beau domaine et cetera, tu peux monter un dossier pour enfin, pas forcément un beau domaine d'ailleurs, c'est juste un beau porche et il mériterait d'être rénové. Tu peux, poser une candidature Pour et avoir donc une subvention, pour avoir j'imagine? une subvention, exactement et donc on a posé notre candidature, pour ça et ça a été accepté et donc on va avoir la chance d'avoir tout un encadrement du porche qui va être refait parce qu'il est en grande souffrance Et donc et là, donc j'imagine, vous faites appel à quelqu'un, ah bah là, c'est une entreprise, agréé justement? spécialisée, monuments historiques, agréés, tout ça Tailleur de pierre qui et peut faire compagnie? ouais, ouais. Donc ça va être un gros projet qui, va, bah, fermer le porche pendant, je sais pas, 1 mois et demi, 2 mois, ça va dépendre et donc en ce moment, nous, on fait des travaux pour, rouvrir enfin, pour refaire réhabiliter un portail de ferme qui est plus loin sur la même route, mais qui était, fermée depuis des années et cetera parce que, bah, moi, je vais continuer à être ouverte et qu'il va bien Mmh. falloir que le client y rentre. Donc là, en ce moment, bah, on est en train de refaire le pilier, parce qu'il y en a un qui était en mauvais état, on va changer le portail parce que c'est un portail en tôle ondulée, tu vois? Enfin, c'est le truc vraiment de ferme, tout pourri et tu peux décemment pas faire rentrer mes gens par ça. Donc il y a du terrassement aussi qui va, devoir être fait parce que, c'est généralement des belles voitures qui arrivent ici et si elles doivent rouler dans un Oui. truc tout cabossé, je pense pas qu'ils vont apprécier. Il y Mmh. aura tout ce qui est signalétique à faire parce que, bah, il va falloir leur faire un petit chemin, dans la ferme pour arriver devant la maison. Enfin, là, on prépare finalement, on prépare septembre-octobre où le projet va Le se plus lancer. gros chantier, ouais. Ouais. D'accord. Et avec un projet d'une telle ampleur et il y a pas un moment où, quand même, tu as eu un peu peur? Enfin, c'est En fait, non, parce que tu as tellement la tête dans le guidon et en fait, là, si là, je me posais maintenant et que je regardais le truc d'un œil extérieur, je me dirais: «Mais elle est timbrée, en fait et un pourquoi peu elle?» comme parce ce que que t'a dit ta famille au ouais, démarrage. non, mais c'est ça. Bon, elle est folle et enfin, elle va jamais y arriver et mais en fait, toi, une fois que tu es dedans, bah, tu te poses pas la question, tu sais que, tu vois pas en fait, tu vois pas sur, tu tellement la tête dans le guidon que c'est un par un, tu vois? C'est étape, on fait étape 1. Tout est bien planifié, tu sais déjà ton plan, donc tu te dis pas, tu dis: «Bon, bah, là, on fait cette pièce, après on fera ça et Mmh. après on fera ça et ça. Non, mais ça, c'est après, c'est pas prioritaire, c'est d'abord ça et après on verra». Parce que si tu commences à être une girouette finalement, à piocher dans un peu avancer partout et bah, tu y arrives pas. Enfin, tu perds ta Oui, motivation en faut fait. vraiment organiser son Ouais, projet, ouais, planifier très, pour très important. pas, perdre le fil quoi, Je pense effectivement que et
je pense que c'est hyper important d'avoir tout planifié avant, de voir grand parce qu'en fait, là, je dis qu'il faut avancer étape par étape, mais avant d'être lancé, tu tout planifié et tu prévu grand. En fait, tu tu de d'anticiper pour dans quelques années. Parce que Mmh. si tu vois très court et ben, en fait, je sais pas, je me dis, par exemple, là, dans 10 ans, j'ai les moyens et je veux refaire un gîte. Bah, j'ai Mmh. déjà anticipé le fait que, j'ai un compteur, électrique qui sera suffisamment puissant pour, pouvoir anticiper de tirer des nouvelles lignes. J'ai déjà anticipé, enfin, tu déjà prévu plein de choses pour l'après parce En que, fonction de tes futurs besoins. futurs besoins, ouais. Et c'est même te dire peut-être que tu le feras jamais. Là, par exemple, moi j'aimerais bien ouvrir un espace bien-être où, Ouais, tu un sauna, un bain à remous et cetera et j'ai la pièce, enfin j'ai tu un bâti l'espace. j'ai l'espace, j'ai une petite, genre comme une micro maison d'une seule pièce dans le jardin et elle serait idéale pour faire ça et donc, bah, j'ai déjà anticipé, les lignes, elles sont déjà en attente dans cette maison-là mais peut-être qu'en fait je le ferai jamais, mais ça, c'était tellement important que, quitte à payer, une grosse facture pour te faire travailler des électriciens, bah, autant faire déjà ça et le jour où tu veux te lancer, bah, ta ligne, elle est déjà là, quoi Mmh. et tu pas, du terrassement à refaire, tu pas tout ça parce que, bah, c'est déjà fait. Oui, tu l'as fait une bonne fois pour toutes. Voilà, une fois. Ouais, c'est intéressant. C'est vrai qu'il faut toujours, mais dans n'importe quel projet de réno, petit ou grand, prévoir les besoins futurs, quoi. Comment va évaluer la maison, comment les habitants vont évoluer aussi, et naturellement en prenant de l'âge des fois, il y a des Ouais. choses à anticiper. C'est bien d'y penser avant, et une bonne fois pour toutes, ouais, c'est sûr. Et dans les autres choses qui je pense qui sont hyper importantes et moi je l'ai découvert aussi un peu à mes dépens, c'est que, j'imaginais pas finalement que la maison parce qu'en fait tu le voyais pas, mais j'imaginais pas que la maison elle serait en si mauvais état. Mmh. Heu, parce que, bah, Surtout que c'est tu quand on l'habitais. Enfin, pourtant ta je ta l'habitais, ouais. maman l'habitait, toi tu l'habitais il y a pas Ouais, ouais si longtemps que ça. et en fait, bah, c'est en déconstruisant qu'on s'est rendu compte que, bah, tu avais, des infiltrations, des trucs, enfin et finalement, bah, mon enveloppe budgétaire imprévue et bah, elle était pas assez conséquente, en fait. Ouais, Et il aurait mieux valu avoir une plus grosse enveloppe, quitte à, bah, si tu pas de mauvaises surprises, bah, tu es content, quoi. Tu tu peux te fais l'utiliser plaisir. pour autre chose. Mais moi, ça a pas été le cas parce que du coup, bah, j'ai dû revoir, à la baisse, en fait, mes ambitions et de me dire: «Bah, non, bah, tant pis, ça, j'ai pas l'argent, je le ferai pas maintenant, je le ferai plus tard» et j'ai utilisé l'argent que j'avais pour, des projets, que je voulais faire qui sont toujours en attente parce que, bah, mon enveloppe travaux, enfin budget imprévu, elle était pas assez conséquente, quoi. Mmh. Oui, c'est on s'imagine jamais, enfin, on sait qu'il va y avoir des imprévus, mais on s'attend toujours à ce qu'ils soient moins importants. Bien heureux ou bien heureux. Ouais, ouais, c'est ça, c'est sûr. Et du coup, on a parlé un peu des difficultés, des challenges que vous avez rencontrés, mais si tu devais retenir un beau moment, un bon souvenir de travaux Alors je sais pas si c'est de vraiment travaux où tu es dans le dur ou ou de réno, enfin de ton projet? bah, en fait, moi, un de mes meilleurs souvenirs, c'est j'ai fait pour lancer ma maison d'hôte, j'ai demandé à Gîtes de France, en fait, de me labelliser et le jour de la label enfin, le jour ou la veille, je sais plus. Non, le jour de la labellisation, il venait pour 14 heures, je crois et donc du coup, dès le matin, j'avais réquisitionné, toutes mes mes copines, ma mère et tout et en fait, on c'est un des meilleurs souvenirs parce qu'on a tout mis en place, mais tu sais, en gros, ça s'est fait sur bah, tu avais quelques jours avant les meubles et puis en gros, le jour J, on a mis tout ce qui est, le linge de lit, on courait partout et parce qu'il y avait tellement à faire, c'était: «Élise, elles sont où les serviettes? Élise, les couverts pour mettre» parce qu'il fallait présenter, la table de petit déjeuner, il fallait présenter comme Ah si, oui. elles étaient les clientes, en fait et qu'elles Mmh. allaient arriver et et donc et après elle t'évalue
pour voir si, tout est conforme à leur cahier des charges et donc en gros, bah, on a des gags où on retrouve pas, l'argenterie, où, la nana elle est dans la chambre où tout a l'air bien et puis elle allume la lumière et «Ah, bah, non, il y a pas d'ampoule». Ah oui, des Et en petits fait, on a détails. des mais tu sais vraiment les micro détails où bah, c'est après tu as toute la pression qui se relâche et puis, bah, tu exploses de rire parce que Ouais. tu as les nerfs qui lâchent. Et alors c'est pas de la réno, c'est pas ça, mais c'est la fin où c'est l'aboutissement finalement qui était l'un des meilleurs souvenirs avec toute la pression qui se relâche Mmh. et non, ça fait partie de mes meilleurs souvenirs, mais c'est pas de la réno, Ouais, non, mais ça marche quand pure et même. dure. Je comprends. Je comprends, c'était effectivement, Par contre après la fin d'un gros projet quand même. ouais. C'était et le démarrage de la Mmh. suite. En émotion C'était forte, un moment clé, quoi. ouais. C'était C'est sûr. c'était tellement chargé où tu te dis: «On a réussi». Tu sais, tu l'as fait quoi. Mmh. C'est bon, on y est. Ah ouais, Ça y est, c'est ouais. génial, Le c'est rêve génial. devient réalité, quoi. Ouais. C'est une autre vie après, c'est très, très différent, mais C'est sûr. mais ouais, quand on dit: «Ça y est, c'est fait». Mmh. Et si on parle un peu, déco maintenant justement, parce que c'est bien, ça faisait une bonne transition. Hem, comment tu as pensé l'ambiance de la maison? Alors, en fait, moi, je voulais pas dénaturer la maison parce que, je voulais qu'elle reste dans l'esprit maison de famille et donc pour moi, c'était le fil conducteur, à garder et alors je voulais qu'elle soit esprit maison de famille ancienne et cetera, tout en étant, ancrée dans la modernité et donc mon fil conducteur finalement, c'est, de garder, bah, des pièces qui étaient déjà dans la maison. Je parle par exemple, des commodes, des armoires, et cetera et Les de meubles les sont des meubles de famille, quoi, qui ont ouais, toujours été là. 80 on va dire 90 des meubles qui meublent les pièces étaient déjà dans la maison et moi après je chine énormément. C'est une passion dévorante, on va dire, Oui, c'est sûr, envahissante, quand on met le heu doigt dedans. et donc je contrebalance par des pièces plus modernes, heu, je sais pas, des tables de nuit qui sont plus design ou autres. Ça te permet de faire un lien en fait avec, le monde actuel. Créer un équilibre, ouais. Et puis Ouais, pas, un univers trop et poussiéreux, c'est sûr. finalement, en fait, ça match hyper bien et pareil, les papiers peints, bah, c'est des papiers peints esprit ancien, mais avec des couleurs, qui sont hyper actuelles, ou qui sont, plus osées avec des trucs un peu chargés ou au contraire le papier peint qui est très classique, mais que tu vas associer avec, un rose, qui est beaucoup plus moderne ou un corail ou enfin des couleurs qu'on voit en ce moment, terracotta, enfin toutes ces choses-là et du coup, ça te permet de faire un équilibre et de garder, bah, cet esprit, maison de famille mais moderne quoi. Revisiter. Parce que oui, Revisiter. effectivement, tu as utilisé quand même pas mal le papier peint. Il y a un papier peint dans chaque chambre, Ouais c'est ça, et c'est un peu ce qui a donné aussi une certaine couleur. finalement, en fait, mon chemin de travail, c'était ça, c'était vraiment de trouver, l'esprit, donc souvent grâce à un papier peint ou grâce à une pièce. En fait, il y en a où j'ai pas marché avec le papier peint, mais j'ai marché avec, un élément de mobilier. Je pense à, une de mes chambres où j'ai un lit à baldaquin, Mmh mh. effet ancien, qui était une pièce maîtresse que j'ai chinée sur le Bon Coin et donc initialement, tu te dis: «Ah bah, ça va être hyper oh là là, ça va être hyper vieillot, machin» et donc en fait, tu pars de ça et tu dis: «Non, mais non, ça va être hyper moderne» et donc tu vas prendre une couleur qui matche avec et qui le transforme. Tu vas pas mettre les tentures, tu vas mettre tout ça, Bah, mais justement, si tu prends cet exemple, quelle couleur tu as mis avec ton lit à baldaquin? j'ai mis un vert, alors comment il s'appelle? Il s'appelle vert brontosaure, je crois. C'est un espèce de vert, forêt ou vert, un vert assez foncé Mmh mh. et avec, que j'ai assimilé à un enfin que j'ai pas assimilé.
j'ai associé à un papier peint, avec des grosses fleurs effet ancien, mais mais le fait de, tu fais ça sur un seul mur, en fait, et le reste des murs et bah, tu vas être sur du blanc, c'est associé à du doré, enfin pour, par exemple, pour des tables de nuit, et tout l'ensemble fait quelque chose d'hyper moderne alors que de base, tu es parti d'un lit à baldaquin. C'est ça, qui de base, est plutôt, dépassé effectivement le Poussiéreux, baldaquin, ouais. c'est ça. Et du coup, tu travaillé des thématiques entre les chambres? Comment t'as Alors moi, j'adore le vert et je suis très nature. mmh J'aime beaucoup tout ce qui est, bah, les fleurs, et je pense que c'est finalement ça se ressent énormément dans la maison parce que c'est souvent, ces thèmes-là qui ressortent. mh. Sauf pour la dernière chambre où, mon binôme préféré a mis Ta son maman, veto en me disant, a mis son veto en disant: «Oh Élise, c'est bon, hein, les fleurs, les sapins, ça les, suffit. les roses, il y en a marre, tu trouves autre chose. Je m'en fiche, mais autre chose». Et en fait, elle avait raison. Alors déjà, moi, je voulais faire une chambre, plus dans l'esprit, la chambre des mariés parce que c'était la plus grande chambre où, il y a un petit salon, où tu avais vraiment la place de mettre du mobilier, genre une grande glace pour la mariée qui se prépare, la petite coiffeuse avec le miroir et cetera, et donc j'avais de la place, et c'est vrai que, je cherchais toujours quelque chose dans l'esprit, nature, mais je trouvais pas, de choses qui seraient plus dans les tons, enfin moi j'imaginais quelque chose dans les tons très clairs, et je trouvais pas ce qui me plaisait, et c'est vrai que le fait qu'elle m'ait mis cet ultimatum, bah, ça m'a permis de, Ça t'a sorti de ta zone de ouais, confort un ça peu m'a là? sorti exactement, et pour le coup, bah, elle a rien à voir avec les autres, mais elle est quand même sympa. Donc c'est un papier peint qui est, beaucoup plus moderne. Enfin beaucoup, non, je sais pas si on peut dire que c'est un papier peint est plus moderne qu'un autre, mais ils ont Est-ce ils que ont c'est rien à la voir. chambre, avec un papier peint, Un peu, un peu mordoré, rosé? Ouais, ouais, mordoré un peu, avec de l'argenté, du doré dedans. Ça fait et comme avec des la espèces grande de tête de nuages. lit Ouais, la grande tête de lit bronze. rose, ouais, bronze peut-être effectivement, Ah ouais, tu la vois rose, ça? Bon écoute, bah, je j'ai plus t'envoie dans des mes photos, souvenirs. mais Mais justement, c'est une tête de lit alors, que vous avez fait vous-même, que j'imagine? j'ai fait, ouais, que j'ai fait. En fait, c'est à chaque fois, ça coûtait toujours un prix dingue. Et moi, je suis très, très manuelle, donc le prix dingue, non merci. Alors que si je peux, acheter, de la ouate, une grande planche que je vais découper à la forme que je veux, et une agrafeuse, bah, tu arrives à faire, la même chose. C'est sûr. Mais bah, ça va te prendre du temps. Ah oui, effectivement, si tu as pas de temps et que tu as le budget, bah, autant que tu l'achètes, au moins c'est fait, tu l'installes et c'est bon. Moi, ça m'a pris du temps. Ça m'a pris du énormément de temps de faire tout ça. Mais bon, tu as la fierté après de l'avoir, réalisé toi-même. C'est sûr, mais elle est très belle cette tête de lit, qui est avec un motif, très ancien et en même temps elle est très moderne parce qu'effectivement elle est très épurée, très Ouais, et dans une tonalité, plutôt contemporaine. ouais. Il y en a une autre aussi que j'aime beaucoup qui est, une tête de lit, qui est faite à partir d'anciens bois de lit que j'ai trouvés sur le trottoir dans le village d'à côté. Et en fait, c'est les montants de lits anciens, tu sais, les lits à l'époque, ils faisaient 130 ou 140. Enfin, Ouais. c'était vraiment même pas, c'était, ouais, c'est même pas 140. C'était vraiment des petits lits, et donc il était hyper travaillé, en très mauvais état, mais j'ai fait sauter tout le plaquage qui allait pas, et ce et pour l'adapter aux tailles, d'aujourd'hui, il y avait le devant de lit aussi. Tu avais la tête et le Mmh. il y avait pas les traverses, en fait, pour refaire le lit, mais tu avais le devant et les pieds de lit, et donc j'ai coupé en 2 le pied de lit, et je l'ai redisposé de chaque côté de la tête de lit travaillée, et Mmh. donc ça fait que, maintenant bah, une fois tout réassocié, tout, recomposé ensemble, ça te fait une tête de lit en 180, et bah, une fois que tu as repeint tout, bah, ça se voit pas, en fait, Ah et ça fait intéressant. un lit, effet ancien mais aux tailles actuelles. Ouais, c'est une bonne astuce. Et qu'est-ce qui fait l'âme d'une maison alors selon toi?
Alors je pense que c'est un ressenti pour moi, parce que, je sais pas, il y a quelque chose, en tout cas quand tu viens ici, tu sens quelque chose. Alors est-ce que c'est parce que c'est une maison qui a énormément de souvenirs? Pas forcément les nôtres, hein, mais c'est une maison qui a du vécu en fait, elle date du XIVe siècle, donc je pense Mmh. que, c'est chargé en émotions dedans et c'est quelque chose que tu ressens quand tu es à l'intérieur. Pour moi, ça fait partie de l'âme de la maison. C'est un ressenti, bah, que tu peux pas vraiment expliquer et je pense que, l'âme du maison, ça passe aussi par, bah, les personnes qui y habitent, l'accueil que peut faire, bah, finalement la propriétaire, ou les gens qui sont dedans. C'est vrai, rien de mieux que l'humain finalement pour habiter les lieux, c'est sûr. Bah, écoute, on arrive à la fin de cet épisode. Ce serait quoi, le conseil, si tu devais n'en garder qu'un, que tu donnerais à ceux qui ont envie de se lancer dans la réno? Je pense qu'il faut, bien être accompagné, bien l'anticiper et prévoir les imprévus. Prévoir les imprévus, qui sont du coup imprévisibles, mais mais Ouais, effectivement, anticiper, ouais. une bonne enveloppe de Et budget pour les et imprévus. essayer de planifier, de voir grand, même si, tu revois, à la baisse, c'est pas grave, Mmh. en fait. Tu l'as prévu, pour, si un jour tu peux le faire. Je pense que ça fait partie des Oui, c'est conseils. vrai que c'était intéressant cette approche quand, en tout cas, on se projette dans une maison, vraiment pour longtemps. Quand c'est une Mmh. maison qu'on investit et Ouais, c'est ça. pas, qu'on veut rénover juste pour quelques années et puis revendre. Mais quand on a vraiment une vision long terme, effectivement, bah, vraiment bien penser à ses besoins futurs et puis comme tu l'as fait avec l'architecte, dire un peu, bah, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette maison si on n'avait pas de limite au budget, jusqu'où on peut aller? C'était Et génial. ensuite C'est un truc que je voilà, regrette pas tu du fais tout. le tri. C'était Ouais. génial. Oui, j'imagine qu'effectivement, ce moment, de la réflexion, c'est assez galvanisant. Ah carrément et puis tu apportes des choses où tu te dis: «Ah mais ouais, ah mais carrément, ah ouais, ce serait génial si c'était comme ça». Bon, tu le feras peut-être jamais, mais tu le gardes finalement, tu le gardes dans un petit coin de ta tête et en te disant: «Bah ouais, peut-être qu'un jour, on en arrivera là». Mmh. Très bien, c'est une belle approche. Et est-ce que tu aurais des conseils de ressources, peu importe lesquelles, elles soient, compte Insta ou livres ou autre chose à partager qui ait pu t'inspirer pendant ton projet de rénovation, du coup? Alors moi, je suis plus, compte Insta, je vais te dire. Je me suis lancée j'ai ouvert mon compte Insta, quand j'ai commencé les travaux ou même avant, au tout départ, et en fait, ça m'a permis de rencontrer énormément de belles personnes, de gens qui se lançaient aussi, comme moi et aussi, au même moment d'ailleurs. Il y a des comptes que je suis depuis le début. Je pense par exemple à, Rénovation en Gascogne. Alors Mmh. elle est bien plus folle que moi, hein. Enfin, ils ont acheté une ruine. En Ouais, fait, ils c'est ont vrai. acheté un truc avec, des poutres, qui et des arbres qui poussaient dans les Mmh. pièces et quand tu vois maintenant où elle en est, ils vont bientôt habiter dans cette maison complètement magnifique. Ouais, Heu, c'est un très beau projet, c'est un effectivement. projet fou, donc ça fait partie des choses que j'aime suivre. Après en personnes qui font le même métier que moi aujourd'hui et qui font énormément de travaux, il y a les séquoias. Je pense Oui. que ça fait partie des incontournables, Quand tu quand veux te tu lancer dans un voilà, projet quand de tu veux te chambre d'hôte. lancer et puis ils font des super tutos, ils sont chouettes, ils ont toujours des bonnes astuces. Ça fait partie, ouais, des comptes que j'aime bien. Il y en a plein d'autres, hein. Il y a Maison Gervaiserie aussi, que j'aime beaucoup. Et c'est Hélène la propriétaire et elle fait des chambres d'hôtes depuis, je sais pas 7-8 ans. Elle est bien calée, toujours de bons conseils et elle continue de rénover et d'améliorer. Elle a toujours plein de projets. C'est agréable et c'est inspirant. Il y a aussi, Maison Gallo Marin que Mmh. j'aime beaucoup, qui est très chouette et qui, bah, a eu, le même projet en fait, qui a repris un domaine familial
et qui vient d'ouvrir là en juin après Oui, pas mal de travaux aussi. Elle a tout oui, refait. C'est chouette. Je pense que c'est des contes qui sont inspirants. ouais, c'est vrai. Des gros projets, où il faut pas avoir peur de se remonter les manches et Non, mais avoir une bonne capacité à se projeter. tu sens aussi Mais des projets d'une vie en fait. C'est pas ouais, un projet pour et c'est ça qui est enfin c'est ça en fait qui moi me plaît parce que tu sens que ça continuera en fait à évoluer, à s'améliorer et puis c'est des gens accessibles, c'est agréable. d'accord, très bien. Bah, écoute, merci beaucoup Élise, pour, tout ce partage et ce bon moment passé ensemble à se remémorer tes travaux, ta réno. Merci pour tous tes bons conseils. Je doute pas qu'ils auront été très utiles. Pour ces journées à la Maison Prieuré, donc on te retrouve, sur Instagram naturellement et sur ton site internet, maisonprieuré.com. C'est assez facile. Je mettrai tous les liens dans les notes de l'épisode. Encore merci et puis, à très bientôt. Merci à toi, à bientôt. Si vous avez écouté jusqu'ici, c'est probablement que l'épisode vous a plu. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous, amis, famille, tous ceux qui rénovent sont les bienvenus. Vous pouvez aussi évidemment laisser un commentaire sur Apple Podcast ou une note 5 étoiles sur Spotify. Et si vous souhaitez être informé des prochains épisodes, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter ou à me suivre sur Instagram. Le podcast, c'est fini pour aujourd'hui, mais je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.